Bien, alors il est 20 heures, je crois que nous allons démarrer avec notre rencontre et je tiens encore à saluer chacun de vous et vous remercier de votre présence, ce qui naturellement nous honore. Donc, je suis Ezekiel Takam, président de l'Observatoire euro-africain de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un think tank qui vise à développer une culture éthique de l'intelligence artificielle en Afrique et en Europe, et ceci dans une perspective collaborative. Nous avons pour habitude, dans le cadre de nos activités, d'organiser des rencontres, qui se déploient suivant le format des conférences, des colloques, avec toujours comme objectif, pour objectif la sensibilisation, la discussion autour des enjeux éthiques que soulève l'intelligence artificielle et précisément les secteurs d'intervention, les secteurs d'application de cette intelligence artificielle. Et pour notre série 2022-2023, nous avons décidé de concentrer nos réflexions autour des enjeux éthiques, sociaux, politiques ou économiques que soulève l'application de l'intelligence artificielle dans l'urbanisation. Plus communément, nous parlons des smart cities ou des villes intelligentes, pour être très francophone. Donc, dans le cadre de l'organisation de ces conférences, nous sommes toujours en collaboration avec nos différents clubs rotariens et rotaraxiens. Et je vais sur ce pas passer la parole à Jérôme qui va un peu nous briefer assez rapidement sur l'esprit du club rotaraxien, précisément le Rotaract Paris-Quai d'Orsay. Merci Ezekiel d'introduction. Oui, donc en fait, ça fait maintenant un moment, bien plus de 2 ans qu'on organise ces conférences de temps en temps avec l'Observatoire africain de l'intelligence artificielle. Ezekiel étant également membre du Rotaract Paris-Quai d'Orsay, donc cette association de jeunes à Paris qui se retrouvent dans le cadre du Rotaract pour mener différentes actions, à la fois solidaires, environnementales, sociales, humanitaires, mais aussi professionnelles, comme ce soir, pour cette conférence autour de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà reçu différentes personnes, des grands chercheurs, des spécialistes, des experts dans leur domaine, toujours autour de l'intelligence artificielle, vulgarisée afin que chacun puisse comprendre ces enjeux éthiques du monde moderne. Donc ce soir, nous nous retrouvons à nouveau pour une webconférence. Donc je tenais à tous remercier déjà d'être présents, mais plus exactement Ezekiel pour l'organisation évidemment et Hubert Béroche pour sa participation ce soir. Merci. Merci bien, Jérôme. Et je ne sais pas si Chantal pourrait nous dire aussi 2-3 petits mots sur le Rotary Paris-Quai d'Orsay. Alors, le Rotary Paris-Quai d'Orsay, nous sommes le club parrain du Rotaract Paris-Quai d'Orsay. Donc, nous faisons des actions ensemble, Rotary, Rotaract, et on a plusieurs actions ensemble, notamment la banque alimentaire et surtout un événement important cette année, c'est-à-dire nous fêtons avec le Rotaract, notre 23e anniversaire et le Rotaract, le 20e anniversaire. Et nous fêtons tout cela ensemble le 13 avril. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres actions que nous faisons en commun. Merci bien, Chantal. Et à présent, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Comme vous l'avez constaté, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Hubert Béroche, fondateur du think tank Urban AI, qui est précisément un think tank qui a orienté ses réflexions, ses recherches sur les enjeux de gouvernance de l'intelligence artificielle dans un contexte d'urbanisation. Et Hubert Béroche est basé à Paris. Il a bien eu l'amabilité de répondre favorablement à notre invitation. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole. S'il veut déjà nous dire 2-3 mots sur son organisation avant de nous plonger dans le vif de notre sujet qui vise à explorer le rôle de l'Afrique dans les enjeux, ou du moins dans la géopolitique des smart cities. Donc Hubert, vous avez la parole. Oui, bonsoir Ezekiel, bonsoir à toutes et tous. Alors déjà, merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous parler un peu plus d'un des travaux de recherche qu'on est en train de réaliser. Donc, comme Ezekiel vous l'a dit, je m'appelle Hubert, je suis le fondateur d'un think tank qui s'appelle Urban AI, qui est donc un think tank dédié aux intelligences artificielles urbaines. Alors en fait, comme le nom l'indique, assez simplement, on va s'intéresser à l'ensemble des IA déployées en milieu urbain. Et puis à côté de ça, je suis également encore étudiant en économie urbaine et politique climatique à l'IX.
et je suis entrepreneur en résidence chez PCA Stream, qui est en fait une agence d'architecture et d'urbanisme. Ézéchiel, est-ce que je commence directement la présentation ou vous vouliez dire autre chose? Non, je crois qu'on peut directement commencer avec la présentation. Ça marche. Alors, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très commun, qui peut même paraître assez contre-intuitif parce qu'il y a pas mal de mots, de concepts qui ont pas l'impression, on pourrait avoir l'impression que mis côte à côte, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, je vais vous parler de la géopolitique des smart cities. Et puis, en conclusion, il y aura une ouverture sur le rôle de l'Afrique dans cette géopolitique des smart cities. Mais surtout, moi, mon but ici, ce serait d'essayer de vous montrer qu'en fait, derrière ces technologies urbaines qui nous environnent de plus en plus et qui jouent un rôle de plus en plus important dans le monde entier, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, etc., il y a en fait des jeux de pouvoir qui sont en train de se jouer. Et ces jeux de pouvoir, on n'en a pas forcément conscience. C'est vrai que quand on parle de géopolitique des technologies, on a souvent en tête les réseaux sociaux, on a souvent en tête des robots autonomes tueurs, etc., etc. Mais des technologies urbaines comme des voitures autonomes, des drones de livraison, des plateformes de navigation comme Google Maps, on n'a pas l'impression que derrière ça, il y a vraiment des enjeux de pouvoir. Et moi, mon but premier, là, au cours de ce webinaire qui va durer à peu près 25 minutes, c'est de vous montrer qu'en fait, derrière ces technologies qui sont en apparence neutres, il y a vraiment tout un échiquier international, géopolitique, qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Alors, la première chose, on va commencer on va dire par la partie peut-être la plus simple, ou en tout cas avec laquelle on pourrait être éventuellement la plus familière, c'est la géopolitique. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il s'est opéré au cours de ces, on va dire, 50 dernières années, un véritable changement de paradigme géopolitique. Alors, traditionnellement, la géopolitique, comment ça se définissait, on va dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? C'était une pratique au cours de laquelle des États rentraient en compétition pour des territoires. Voilà, ça, c'est une définition qui peut paraître courte, mais qui est en fait assez puissante. Et lorsque vous regardez jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un peu ce à quoi ressemblent les conflits internationaux, les jeux de pouvoir à l'échelle du monde, c'est ça en fait la géopolitique. Et l'un des exemples, pour en citer bien d'autres, mais un exemple connu parmi d'autres, c'est évidemment l'époque colonialisme, où là, assez concrètement, sur le territoire africain, on a des puissances européennes qui sont rentrées en conflit ouvertement pour occuper des territoires, des pays et les coloniser. C'est évidemment aussi ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis avant cela, au cours de bien d'autres périodes d'affrontements géopolitiques entre des puissances internationales. En fait, depuis la guerre froide, on est en train de se rendre compte que ces définitions que je vous ai données de cette géopolitique, chaque composant de ces définitions est en train d'être foncièrement remise en question. Donc, je vous le disais, la géopolitique, c'est la mise en compétition d'États pour des territoires. Premier élément, on se rend compte qu'en fait, la géopolitique ne se limite plus qu'à des acteurs étatiques. C'est-à-dire que sur l'échiquier international, au niveau de l'ordre mondial, on a l'émergence de nouveaux acteurs qu'on pourrait appeler non étatiques qui ont un rôle considérable dans la balance. Alors, vous avez évidemment des organisations terroristes, et ça, on voit comment elles peuvent, au cours de conflits asymétriques, déstabiliser des pays, faire tomber parfois même des armées qui sont conventionnelles et puissantes. Vous avez aussi des institutions non étatiques, alors cette fois-ci plus pacifiques, comme des institutions onusiennes, mais qui ont également un rôle dans le débat. Et puis, vous allez avoir aussi des entreprises, et je pense que ça, c'est aujourd'hui plus que jamais évident, des entreprises comme Google, Amazon, Meta, dont parfois le chiffre d'affaires dépasse le PIB de plusieurs pays. Donc, on voit qu'à l'échelle ne serait-ce que financière, il y a déjà quelque chose, un signal qui nous a envoyé. Et puis même en fait dans la balance internationale, par leur force de lobbying, certaines entreprises de certains secteurs énergétiques, informatiques, vont avoir un poids bien souvent plus puissant que plusieurs pays. Et dans une certaine mesure, on a même des villes en fait qui sont en train d'occuper une place grandissante, importante sur l'échiquier international. Alors, si ça vous intéresse, en fait, dans le milieu, c'est ce qu'on a, dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on appelle la city diplomatie.
Donc, en fait, le fait qu'à l'échelle des villes, on va avoir un vrai rôle diplomatique, par exemple. Alors, c'est ce qu'on peut voir avec les Jeux Olympiques. C'est ce qu'on peut voir aussi, évidemment, de manière un peu plus évidente avec des cités-États comme Singapour. Mais tout ça fait que déjà, on a plus simplement les États, mais toute une constellation d'acteurs assez différents qui sont en train d'avoir un rôle de premier plan sur l'échiquier international. La deuxième partie de la définition dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la notion de territoire. Je vous disais qu'on a des États qui sont en train de rentrer en compétition pour conquérir, occuper des territoires. Traditionnellement, en fait, en géopolitique, les territoires, c'est ce qu'on appelle des domaines d'opération. Et vous avez 4 domaines d'opération qui, historiquement, ont joué un rôle important en géopolitique. Le premier, c'est la mer, les océans. Le deuxième, c'est la terre. Le troisième, ce sont les airs. Et plus récemment, c'est l'espace. Donc, voilà un peu ce qu'on occupait. Et je pense qu'assez intuitivement, même sans avoir de connaissances exhaustives sur le sujet, vous pouvez voir comment chacun de ces territoires, ces domaines d'opération, est soumis à des réglementations, à des normes juridiques, parce que justement, ils sont propices à déclencher des conflits entre des États qui pourraient vouloir se les approprier. L'espace étant un domaine d'opération un peu plus récent et donc qui pourrait, dans une certaine mesure, faire un peu exception, mais c'est quand même, on l'a vu avec la guerre froide, avec la conquête de l'espace, un vrai domaine d'opération. Là encore, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, on se rend compte qu'en fait, on a 2 nouveaux domaines d'opération, 2 nouveaux territoires qui vont venir se rajouter à ces territoires historiques dont je vous parlais. Le premier type de territoire, c'est ce qu'on appelle le cyberspace. En fait, le cyberspace, alors, ce n'est pas uniquement, là, par exemple, le Zoom sur lequel on est, ça va être l'entremêlement de 3 couches physiques, logiques et sociales qui vont constituer ensemble, de manière systémique, ce qu'on pourrait appeler, en un sens, l'espace numérique. Donc, l'espace physique, ça va être, par exemple, de manière assez concrète, des câbles sous-marins, des antennes, des data centers. L'espace logique, ça va être les infrastructures numériques qui vont permettre en fait l'échange d'informations et de données. Et l'espace social, c'est les usages qui vont être faits de cette technologie. Bon. Ça, en fait, on se rend compte que, en gros, Internet, Zoom, ces data centers, tout ce qui environne et tout ce qui est en train de créer cet espace numérique, c'est soumis à des tensions géopolitiques qui sont assez puissantes. En fait, on le voit même aujourd'hui, puisqu'on est en train d'assister à ce qu'on appelle une scission de l'Internet. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'acteurs internationaux qui se rendent compte qu'en fait, Internet est une puissance en soi extrêmement puissante et qu'ils essayent de renationaliser. Et donc, ils essayent de recréer leur propre Internet. C'est ce qu'on voit en Iran, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, évidemment, qui l'a fait de manière précurseur, on pourrait dire, et un peu partout dans le monde. Et ça, ce que ça nous dit, cette fragmentation d'Internet, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer de réinstaurer des frontières parce que le cyberspace devient véritablement une forme de territoire. Le 6e territoire, qui est vraiment non conventionnel, mais qui s'inscrit dans la continuité du cyberspace, c'est le système cognitif. Et ça, c'est véritablement en fait un territoire pour lequel les puissances internationales sont en train de rivaliser d'ingéniosité, de ressources pour essayer de le conquérir. C'est tout simplement votre cerveau. Alors, ce n'est pas exactement nouveau parce qu'en fait, l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler, on va le voir tout à l'heure, des récits stratégiques pour embrigader des individus, des pays, des villes, ça remonte en fait historiquement à même, on pourrait dire, à l'invention dans une certaine mesure des mythes, des histoires. Mais ce qui commence à émerger avec les réseaux sociaux, c'est vraiment une autre échelle. C'est-à-dire qu'on a véritablement une forme de guerre informationnelle où le but est de bombarder le plus possible vos écrans de manière à vous embrigader, à vous faire croire certaines choses. Et ça, en fait, ce système cognitif, ce 6e territoire, ce 6e domaine d'opération, il a vraiment été mis en exergue par plusieurs chercheurs, plusieurs aussi experts au sein de l'OTAN, puisqu'on s'est rendu compte qu'en parallèle des guerres conventionnelles, on a une autre guerre qui est en train d'apparaître sur le cyberspace et dans nos systèmes cognitifs, qui est presque aussi importante, aussi puissante que la guerre sur le terrain un peu plus conventionnel. Bon, alors, ça, c'était un peu un exemple assez drôle, mais voilà, disons que là où on a vraiment connu la naissance de la propagande à une certaine échelle, enfin la naissance, on va dire, à une échelle décuplée, ça a été évidemment pendant la guerre froide, où là, il y avait des blocs idéologiques extrêmement forts qui s'affrontaient entre les États-Unis et l'URSS. Et en fait, l'information devenait une arme. Il y avait ce qu'on pouvait appeler une weaponisation, une arsenalisation
de l'information. Et avec l'effondrement du bloc URSS, en fait, ça n'a pas mis fin à la guerre de propagande, mais ça l'a plutôt, on va dire, rendue diffuse. C'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a aussi un autre enjeu, alors qui fait que cette guerre de propagande, cette guerre informationnelle est devenue plus puissante, c'est tout simplement le fait que vous utilisez au quotidien des outils, des plateformes, des écrans qui ont une forme persuasive extrêmement puissante. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, si vous êtes sur des réseaux sociaux, on va utiliser des réseaux de neurones, des formes d'intelligence artificielle pour vous cibler, vous faire cibler du contenu de manière à ce que vous appréciez ce contenu. Bon, ça, à la limite, c'est un peu connu. Ce qui est un peu moins connu et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'en fait, et ça a été fait lors du scandale Cambridge Analytica, mais c'est une pratique parmi une autre, c'est d'adapter un message de manière à ce que vous y soyez particulièrement réceptif. Hein, et en fait, toute la force du scandale Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qui s'est passé, enfin, Cambridge Analytica peut-être. Oui ou non? Non. En fait, Cambridge Analytica, c'est une société qui avait été créée pendant l'élection entre Hillary Clinton et Trump. Et en fait, ce qu'a fait cette société, c'est qu'elle achetait des publicités sur Facebook. Et ces publicités, c'était en fait des messages électoraux qui étaient envoyés aux citoyens américains pour les inciter à voter pour Trump ou à ne pas voter pour Hillary Clinton. Et en fait, là où a été très fort, où Cambridge Analytica a été très fort, c'est que ce n'est pas les premiers qui ont utilisé de la donnée dans les affrontements électoraux, parce qu'en fait, on pourrait dire que l'un des précurseurs là-dessus, ça a été Barack Obama, qui vraiment, en 2012, a été précurseur sur ce sujet-là. Mais eux, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour cibler des messages de manière à optimiser l'information qu'ils faisaient passer. Et on estime véritablement que cet outil informationnel a eu un poids non négligeable dans l'élection de Trump. À une échelle plus sociétale, on se rend compte qu'en fait, le fait qu'on montre à chaque individu du contenu qu'il va aimer, qu'il va apprécier, c'est en train de polariser nos sociétés. Hein, grosso modo, je vous montre un peu toujours ce que vous aimez, donc vous êtes de moins en moins sensible au paradoxe, à la contradiction, etc. Donc ça, c'est le Cambridge Analytica. Alors, autre exemple un peu de la guerre informationnelle, et on va en reparler tout à l'heure, c'est évidemment cet affrontement idéologique qui a lieu entre Zelensky et Poutine. Alors, il y a évidemment une guerre de terrain qui est terrible, sanglante, meurtrière. Et en parallèle de cette guerre, il y a une autre guerre sur les réseaux sociaux qui s'articule entre une narrative à la Zelensky où vraiment le but est ici là, de défendre l'indépendance, la liberté, la démocratie, et une autre narrative russe portée par Poutine qui va promouvoir d'autres valeurs. Et donc là, on voit véritablement qu'on a une guerre en parallèle, par-dessus la guerre conventionnelle qui est en train d'avoir lieu. Ce sur quoi je voulais terminer très rapidement, ce changement de paradigme géopolitique, c'est également un autre phénomène qui pourrait paraître paradoxal. En fait, avec l'effondrement, vous avez deux phénomènes à l'échelle géopolitique qui sont vraiment majeurs pour mieux comprendre et mieux décrypter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est évidemment la chute de l'URSS, et donc c'est-à-dire le fait qu'on passe d'un monde qui était bipolaire à un monde qui est en réalité multipolaire. Et la deuxième chose, c'est l'interdépendance croissante des pays et des économies. Et vraiment, derrière cette interdépendance qui a été construite, et je pense que l'exemple, et on est dans le bon endroit pour en parler, l'exemple le plus illustre, c'est l'Union européenne, parce que le but de l'Union européenne, c'est quand même de renforcer les liens entre des pays, des liens en particulier économiques, sociaux, culturels, de manière à dissuader l'entrée en guerre. Parce que si votre principal porteur de richesse, c'est votre pays frontalier, vous n'allez pas forcément avoir envie de le conquérir ou de faire en sorte qu'il soit dans une mauvaise posture. On s'est dit pendant longtemps que ces deux paramètres-là, hein, l'émergence d'un monde multipolaire et dans ce monde multipolaire, l'interdépendance croissante, une connexion accrue, idéologique, logistique, informatique entre ces pôles, entre ces pays, allait réduire les tensions géopolitiques, allait réduire vraiment les conflits à l'échelle internationale. En fait, ce qu'a observé Marc Léonard, c'est que ça n'a pas vraiment éradiqué la guerre. Enfin,
disons que ça a éradiqué la guerre, mais ça n'a pas non plus créé la paix. Et c'est ce qu'il appelle en fait the age of unpeace, c'est-à-dire l'âge de la paix, avec le A qui est privatif. Et ce que ça veut dire, l'âge de la paix, c'est qu'on est dans un système international où il y a en effet de moins en moins de conflits armés ouverts, même si, alors, dans une certaine mesure, le récent conflit ukrainien pourrait, on pourrait dire, démentir un peu en partie cette thèse, mais bon, à l'échelle internationale, on se rend compte quand même qu'il y a quand même un certain équilibre qui fait qu'on n'est pas du tout dans une forme de conflit ouvert international. Mais cette interdépendance, en fait, elle est arsenalisée. En anglais, on dit, c'est ce qu'on appelle la weaponization. C'est-à-dire que ces liens qui unissent les pays, ce sont aussi des liens qui sont en train de les désunir. C'est-à-dire que l'économie, la politique, l'informatique, la culture sont instrumentalisés en tant qu'armes par des acteurs internationaux pour gagner du pouvoir. Voilà, c'est ça l'âge de la paix. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui vraiment caractérise notre époque géopolitique, c'est-à-dire que face à l'impossibilité de rentrer dans un conflit généralisé, ouvert, international, pour des raisons assez évidentes et pragmatiques, on est allé vers une nouvelle époque qui n'est pas une époque de guerre généralisée, mais qui n'est pas non plus une époque d'une paix idéalisée. C'est-à-dire qu'on a une forme d'équilibre instable entre des pays qui sont en train d'exploiter leurs interdépendances pour gagner du pouvoir. Donc, vous voyez, les définitions de géopolitique que je vous donnais au début de cette présentation, elle est complètement chamboulée. C'est-à-dire que je vous disais que ce sont des États qui rentrent en compétition pour conquérir des territoires. On se rend compte que ce ne sont plus simplement des États, mais qu'il y a de nouveaux acteurs non étatiques, organisations internationales, entreprises, que les territoires aussi sont en train de changer et que les modalités d'affrontement ne sont plus les mêmes. Le deuxième point de cette présentation, c'est d'essayer de vous montrer que dans cette nouvelle configuration géopolitique, pour chacun des éléments, pour plusieurs raisons, en fait, les technologies urbaines vont être des instruments privilégiés comme outils, on va dire, ou dispositifs de pouvoir. Alors, rapidement, les technologies urbaines, on va définir ça très simplement. Ce sont tout simplement des technologies de l'informatique qui sont utilisées pour transformer l'environnement urbain. Voilà. La particularité de ces technologies urbaines, c'est que ce sont des technologies hybrides. Pourquoi elles sont hybrides? Parce qu'elles sont évidemment à la fois dans le monde virtuel, c'est-à-dire par les données que vous allez échanger, vos plateformes qui vont monitorer les informations, etc., etc. Mais elles sont aussi dans le monde physique. Votre drone, votre voiture autonome, votre machine de construction, tout ça, c'est très physique. Ça, déjà, c'est assez important parce que d'avoir des technologies hybrides, si on revient un peu en arrière par rapport à ce que je vous disais, ça veut dire que déjà, on peut potentiellement atteindre tous les domaines d'opération dont je vous parlais, ou à peu près tous les domaines d'opération. La deuxième chose qu'il faut, on va dire, prendre en compte, c'est qu'en fait, ces technologies hybrides, ce sont aussi des technologies qui, dans une certaine mesure, peuvent être militarisées. Ça, c'est la première tension qu'on va voir émerger, c'est-à-dire que ma technologie urbaine va pouvoir être utilisée pour déstabiliser une ville, une population, une communauté, un État. Alors, de base, vous avez le New York Times qui, dans les années 2010, s'était amusé à imaginer des scénarios. Et dans un scénario de plus prospectif, ils imaginaient qu'en fait, des hackers prenaient en otage des voitures autonomes, en fait, détournaient des infrastructures urbaines pour faire en sorte qu'il y ait des accidents de la route, qu'une ville soit immobilisée. En fait, il s'est avéré que ce scénario n'était pas si prospectif que ça, puisque la ville d'Angers, l'année dernière, a elle-même été victime d'une cyberattaque. Et en fait, les cyberattaques, concrètement, c'est le fait qu'on va immobiliser des infrastructures critiques comme des hôpitaux. Alors, dans les cas où ça ne se passe pas trop mal, on va demander en fait une rançon. On va dire, si vous voulez récupérer votre infrastructure, eh bien, il va falloir livrer un certain montant. Et dans les cas un peu plus dangereux, ça peut conduire tout simplement à des morts. En fait, en parallèle de cette militarisation des technologies, qui est une possibilité assez violente quand même, c'est-à-dire que là, on est sur un cas assez extrême. Alors, vous avez la Russie qui a aussi immobilisé récemment des aéroports américains, mais il faut bien se rendre compte que cette militarisation des technologies urbaines, c'est une forme d'affrontement qui est quand même assez puissante, assez radicale. Et en parallèle de cette militarisation, vous avez aussi en fait ce qu'on appelle l'urbanisation de la guerre. Ça a été conceptualisé par Saskia Sassen. En gros, l'idée, pour faire simple, c'est qu'aujourd'hui, les villes
deviennent les principaux espaces d'affrontement militaire, que ce soit dans des conflits asymétriques ou même des conflits conventionnels. On le voit en fait aujourd'hui lors du conflit russo-ukrainien, mais on l'a aussi vu pendant la guerre en Irak. En fait, on a vraiment, ces villes deviennent des points stratégiques parce que ce sont elles-mêmes des villes globales qui centralisent des flux financiers, de population, etc. Alors, ça fait aussi que, toujours dans cette logique-là, un peu cette double dynamique à la fois de militarisation des technologies urbaines et d'urbanisation de la guerre, on va utiliser des technologies, des dispositifs informatiques pour vraiment pouvoir attaquer les villes. C'est ce qu'a fait, par exemple, la Russie en envoyant des drones kamikazes sur certains bâtiments ukrainiens. Alors, il y a également enfin, voilà, plusieurs autres exemples. Peut-être dernier exemple qui fait un peu écho, on va dire, à l'émergence du système cognitif dont je vous parlais tout à l'heure comme domaine d'opération. Là, on va dire que c'est plus un scénario prospectif, mais que je trouve assez intéressant. Vous avez l'Army Cyber Institute qui est basé aux États-Unis, qui a imaginé un scénario dans lequel, en fait, on a un groupe terroriste qui va embrigader un technicien d'infrastructure, donc en lui montrant du contenu qui va le persuader justement que certaines choses ne vont pas dans son pays, qu'il est manipulé, etc. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas totalement éloigné de ce que je vous disais tout à l'heure en vous parlant de manipulation cognitive, en vous parlant de Cambridge Analytica, etc., etc. Donc en fait, en s'appuyant sur plusieurs composantes réelles qui ont lieu, ils imaginent que dans ce scénario, donc, un ingénieur se fait embrigader et de manière plus ou moins consciente se retrouve à donner les codes d'une infrastructure critique à des terroristes qui vont prendre le contrôle de cette infrastructure. Voilà. Ça, c'est un autre niveau. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre que cette militarisation en fait, des technologies urbaines, elle peut en effet se situer à un niveau assez évident, qui va être le fait de prendre le contrôle de technologies autonomes, semi-autonomes ou connectées, mais ça peut aussi être en fait prendre le contrôle de certains systèmes cognitifs, plus ou moins partiellement, et donc inciter des individus à agir d'une certaine manière. Là, c'est de manière un peu extrême, mais par exemple, et je pense que vous allez tout de suite voir à quoi je fais référence, ça peut être en influençant des masses, en influençant certaines populations pour les inciter à manifester, pour les inciter à occuper certains espaces publics et donc déstabiliser une ville et potentiellement un État. Alors, là, la première partie, on va dire là, de cette seconde partie, c'était plus, on va dire, ce côté militarisation des technologies. Là, on est dans un cas qui est donc assez radical, mais quand même, je pense, qui vous montre déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de ces technologies qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'elles peuvent être ce qu'on appellerait des instruments de hard power. Le hard power, c'est une forme de pouvoir qui est coercitif. Et c'est ce qu'on voit tout à l'heure, c'est-à-dire que si je vous menace en prenant en otage votre voiture, en prenant en otage votre hôpital, vous n'avez a priori pas d'autre choix que de m'écouter. Mais encore une fois, comme je vous le disais, on est quand même dans une modalité d'affrontement qui est assez extrême. Une autre possibilité qu'on va maintenant explorer, qui est un peu plus invisible, un peu plus sinueuse et qui s'adapte peut-être un peu mieux à l'époque, à l'ère géopolitique de la paix dans laquelle on est, c'est l'utilisation des technologies urbaines comme instrument de soft power. En fait, le soft power, c'est le contraire de l'hard power. Ça a été conceptualisé par Joseph Nye. C'est cette idée qu'on va utiliser une constellation de dispositifs, d'instruments de pouvoir pour vous inciter à vous comporter d'une manière qui sont conformes à mes attentes, mais sans vous y obliger. Hein, concrètement, c'est sans vous mettre une arme sur la tempe. Alors, pour mieux comprendre le lien entre soft power et technologie urbaine, il faut qu'on passe par un autre auteur, par un autre politologue qui s'appelle Langdon Winner. Langdon Winner, dans les années 80, écrit un essai absolument passionnant que vous pouvez retrouver en ligne qui s'appelle « Do Artifacts Have Politics ?» Ce que veut montrer Langdon Winner dans cet essai, et ce qui pourrait paraître à bien des égards contre-intuitif, c'est qu'en fait, les technologies, les artefacts, les techniques, les infrastructures ont une politique. Alors, en fait, en disant ont une politique, c'est plutôt qu'elles emmagasinent, elles portent en elles un système politique qu'elles vont ensuite imposer. Donc, je vais vous partager des exemples, ça va être un peu plus clair. Le premier exemple que cite Langdon Winner dans son essai, c'est en fait, dans les années, en gros, tout le courant du XXe siècle, vous avez un urbaniste américain qui s'appelle Robert Moses, qui travaillait pour la ville de New York et la ville qui était notamment en charge de plusieurs rénovations urbaines.
Il était notamment en charge en fait, de construire des ponts autour de Long Island. Et en fait, il se trouve que les ponts qu'il a construits étaient des ponts qui étaient particulièrement bas, qui étaient extrêmement bas. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un simple détail architectural. En fait, le fait que ces ponts étaient extrêmement bas rendait l'accès à Long Island impossible pour les bus. Puisque vous le voyez un peu sur l'image de droite, alors c'est peut-être pas hyper clair, mais en fait, je pense qu'on peut quand même assez bien comprendre que des voitures peuvent assez facilement passer, mais pas des autocars ou pas des bus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre urbanisme, dans votre ordre architectural, vous interdisez l'accès à certains véhicules qui sont eux-mêmes en fait des véhicules qui transportaient principalement des populations afro-américaines. C'est-à-dire que vous créez une forme de ségrégation sociale implicite par l'ordre que vous créez ici en construisant des ponts. Et donc là, ce que ça nous dit, c'est que par cette infrastructure, on systématise une inégalité sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant qu'il faut qu'on garde en tête. Alors, bon, là, c'est un exemple qui pourrait paraître relativement ancien. En fait, si on essaye d'actualiser l'exemple de Mosses, vous avez la police de Los Angeles qui a déployé aux États-Unis un logiciel de police prédictive. Et le but de police… Alors, je vois que le temps court, je vais faire très vite. Le but de la police prédictive, en gros, c'était un peu de faire à la Minority Report, c'est-à-dire qu'on prévoit où vont avoir lieu les crimes, alors pas qui va les commettre, mais où vont avoir lieu et quelles vont être leurs typologies. En gros, c'est du machine learning. Vous analysez un historique de données et vous faites de la prédiction. On s'est rendu compte qu'assez naturellement, en fait, votre base de données était naturellement biaisée et donc que ce logiciel avait tendance à toujours targeter, à toujours cibler les mêmes quartiers qui étaient des quartiers afro-américains. Et donc là, on voit qu'en fait, on est exactement dans la même logique que celle des ponts de Robert Moses, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui… Alors, l'enjeu n'est vraiment pas de savoir si ça a été fait consciemment ou inconsciemment. Vous avez un débat là-dessus de savoir est-ce que Robert Moses l'a fait consciemment, inconsciemment, est-ce qu'il était raciste ou pas. Ça, à la limite, pour le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment une problématique qui est marginale. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que les technologies ne sont pas neutres et que les infrastructures, les techniques, les technologies vont incorporer en elles des normes sociales et les systématiser. Et donc les solidifier et les rendre encore plus puissantes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Autre exemple qui va peut-être un peu plus nous parler, c'est en fait la ville de Paris. Alors, c'est assez drôle parce que vraiment, pendant tout le 19e siècle, Paris était regardé en Europe comme la capitale des révolutions, comme vraiment la ville romantique par excellence. Vous aviez vraiment des révolutions assez fréquentes. Évidemment, on pense à 89, mais vous avez 1830, 1848. Bon, tout ça pour vous dire que quand vous étiez dirigeant, monarque en France et que vous étiez établi à Paris, au cours du début surtout du 19e siècle, vous n'étiez pas particulièrement serein parce que vous saviez qu'à tout moment, il y avait la possibilité de se faire guillotiner ou qu'on renverse votre pouvoir. En fait, vous avez des chercheurs qui se sont intéressés au lien entre cette instabilité politique, ou en tout cas cette propension à la révolution, cette propension à ce que le peuple prenne le pouvoir, et la configuration architecturale de la ville de Paris. Et on s'est rendu compte que la ville de Paris se prêtait particulièrement, avant les travaux haussmanniens, aux révolutions et aux insurrections parce que les rues étaient particulièrement étroites. Et donc, comme les rues étaient particulièrement étroites, vous aviez beau avoir de l'artillerie, avoir une armée qui était en nombre supérieur et en qualité meilleure qu'une population, que des citoyens. Mais si vous les faites rentrer dans un goulot d'étranglement, bon, à la fin, vous êtes relativement démunis en tant qu'armée conventionnelle. Il se trouve que Napoléon III avait lui-même en tête cette problématique. Il a compris que la ville de Paris était en un sens contre lui, ou en tout cas que cet ordre architectural était une difficulté à son pouvoir. Et donc, il a demandé au baron Haussmann, au cours du XIXe siècle, de faire des travaux de rénovation sur Paris. Ces travaux de rénovation, ils étaient motivés par d'autres raisons. Il y avait aussi une volonté hygiéniste, de faire en sorte que la ville de Paris soit plus saine, d'avoir une eau potable. Il y avait aussi une volonté idéologique, politique, de faire concurrence à la ville de Londres, de montrer que Paris était elle-même une puissante capitale. Mais il y avait aussi une volonté politique qui était de créer d'immenses avenues, et c'est aujourd'hui ce qui est connu à Paris. Vous savez, c'est ces grandes artères, ces grandes perspectives qui caractérisent si bien la capitale, mais qui font qu'en fait, il devient techniquement, militairement impossible lorsque vous êtes des citoyens de prendre le pouvoir dans cette ville.
Parce qu'avec ces grandes artères-là, vous mettez des canons. Alors aujourd'hui, c'est encore pire, mais à l'époque, vous mettiez des canons sur ces grandes perspectives. Et en tant que citoyen, c'était fini pour vous. C'était fini pour la révolution que vous vouliez entamer. Et d'ailleurs, après en fait, les travaux haussmanniens, si vous regardez, il n'y a plus eu de révolution. Bon, en tout cas, celles qui ont eu lieu ont échoué. Bon, vous pourrez faire une autre analogie, je vais passer rapidement, mais en fait, en Chine, vous avez un crédit social chinois. En fait, c'est un peu la même idée, quoi. C'est-à-dire que vous construisez un instrument, une technologie qui va favoriser le contrôle de la population. Là où avec Haussmann, c'était par l'architecture, avec le crédit social chinois, c'est un système de surveillance extrêmement puissant. Dans les deux cas, en fait, vous ne pouvez pas techniquement, militairement opposer de résistance. Je vais passer cet exemple-là parce que c'est un exemple qui pourrait, à la limite, peut-être nous disperser, même si c'est un exemple qui est intellectuellement intéressant. Si vous voulez, vous regarderez dans l'article, mais en fait, en gros, si on récapitule, je vous ai montré comment des techniques et des technologies pouvaient solidifier des systèmes politiques, des systèmes d'inégalité sociale. Et le but de cet exemple, c'était de vous montrer qu'en fait, on a aussi des systèmes économiques, entre autres, par exemple, le capitalisme, qui peuvent s'incarner et devenir plus puissants, se solidifier grâce à des technologies et des infrastructures. En fait, pourquoi je vous ai fait cette présentation-là en partant de Langdon Winner, parce que ce que nous montre Langdon Winner, qui est extrêmement puissant, et ce que j'ai essayé de vous rattacher avec les technologies contemporaines, c'est que les artefacts, au sens large, et donc les techniques et les technologies, vont toujours construire de l'ordre. Et donc, quand vous construisez de l'ordre, ce n'est jamais neutre. C'est-à-dire que, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure avec cette logique de pouvoir, on instaure un pouvoir, puisque c'est ça en fait aussi créer de l'ordre, et ce pouvoir va toujours profiter à quelqu'un, soit à une classe raciale, soit à un système politique, soit à un conglomérat d'entreprises, mais en tout cas, il va toujours profiter en général aux initiateurs, aux possesseurs de cette technologie et de ces instruments. Alors, en soi, ce n'est pas forcément problématique, parce qu'à la limite, une technologie crée de l'ordre, on pourrait dire que c'est normal. Ce qui est problématique, c'est lorsqu'on va créer sur un territoire un ordre étranger. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des technologies urbaines qui sont en train de pénétrer dans nos villes et qui, sans même qu'on s'en rende compte, sont en train de dénaturer ces villes et de reconfigurer leur spatialité et leur urbanité. Un exemple assez concret qui a été traité par Vraiment, c'est Google Maps. Vous savez, on utilise tous Google Maps pour se repérer dans la ville, pour bouger, pour trouver un espace, un lieu. En fait, Google Maps va indiquer ce qu'on appelle des points d'intérêt, des centres d'intérêt. C'est un peu là où il va essayer de vous nudger, c'est-à-dire de faire en sorte que vous alliez vers ces endroits. Vous savez, c'est les zones qui vont être présentées comme des zones d'influence. En fait, les zones d'influence qui vont être présentées par Google Maps, ce sont des zones qui sont principalement des zones marchandes. Et pour Google Maps, pour Google, ces zones-là, ce sont des zones qui sont dignes d'intérêt parce qu'il se passe quelque chose. Rien que ça ne paraît pas grand-chose, mais en fait, très concrètement, ça redirige les flux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez et que vous ne savez pas où aller, vous allez aller vers une zone d'intérêt. Et cette zone d'intérêt, comme je viens de vous le dire, c'est une zone qui est marchande, en tout cas en partant du principe de Google Maps. En soi, encore une fois, ce n'est pas bien grave, mais juste ce dont il faut prendre conscience, c'est que cette forme d'urbanité qui est marchandisée, c'est une particularité qui est américaine. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, ce sont des urbanités qui sont construites autour de centralités, qui sont des malls, des centres commerciaux, etc. Et c'est ça qu'on est en train d'importer aujourd'hui avec des outils de navigation comme Google Maps, sachant que historiquement, les villes européennes se sont construites autour d'autres centralités. Alors, vous avez un autre exemple aussi avec en Asie, en fait, tout ce qui est l'urbanisme informel qui est en train de se rigidifier, qui est en train d'être absorbé en fait par des plateformes américaines. Et puis peut-être dernier exemple qui est assez intéressant, c'est en ce moment le débat, et là on touche vraiment, on touche vraiment au sujet peut-être de l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est tout le débat autour de la reconnaissance faciale, qui est en fait un débat qui, à bien des égards, ne devrait peut-être pas avoir lieu, puisque dans la culture européenne, il y a quelque chose de sacré, c'est, vous savez, ce jardin secret, qui a été narré, conceptualisé par Voltaire dans Candide, et qui a influencé les Lumières, qui a influencé notre civilisation. C'est cette idée que l'individu construit sa liberté, son intériorité, sa personnalité
dans un espace qui n'est qu'à lui, qui lui appartient. Cette notion de jardin secret, d'intimité, de secret en fait, elle est assez étrangère à la civilisation chinoise, puisque là, on est vraiment dans un autre paradigme. Dans la civilisation chinoise, votre visage, par exemple, incarne votre moralité, incarne votre probité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des technologies de reconnaissance faciale qui arrivent massivement sur nos sols, qui sont des technologies qui, en fait, sont conformes à la culture chinoise. Et d'ailleurs, les leaders en reconnaissance faciale, ou en tout cas ceux qui font partie des leaders, ce sont des entreprises chinoises. Et ce qu'on est en train d'importer lorsqu'on importe cet usage technologique, ce n'est pas simplement de la reconnaissance faciale, ce n'est pas simplement un usage, c'est aussi une culture. Voilà. Et ça, c'est assez important, je pense, de le garder en tête, c'est-à-dire que ce à quoi s'oppose foncièrement cette logique de reconnaissance faciale, c'est la philosophie de Candide et des Lumières. Voilà, donc rapidement, si on récapitule un peu notre deuxième point, nos technologies urbaines, elles s'inscrivent et elles deviennent des instruments extrêmement stratégiques et puissants dans cette nouvelle géopolitique parce que, elles peuvent être militarisées, c'est-à-dire être des instruments de hard power, on l'a vu, prise d'otages, militarisation, etc. Et deux, elles peuvent être des instruments de soft power, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont importer une culture, reconfigurer les villes, leur centralité, les comportements urbains, etc., etc. Ce que je vais très, très rapidement vous montrer, et en fait, je ne vais pas avoir le temps d'aller au bout, mais vous savez, on entend beaucoup parler des smart cities et des safe cities, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ces smart cities, ces safe cities, en réalité, ce sont simplement ce qu'on appelle des récits stratégiques, des strategic narratives. Alors, les récits stratégiques, c'est un concept qui est extrêmement puissant. C'est en fait des constructions sociolinguistiques initiées par des acteurs internationaux pour justifier leur comportement et inciter d'autres acteurs à agir conformément à leur volonté. Voilà, c'est ça en fait un récit stratégique. Plus traditionnellement, on pourrait appeler ça un mythe, on pourrait appeler ça une histoire, on pourrait appeler ça un récit. C'est en fait c'est vraiment l'une des modalités par lesquelles l'être humain habite le monde. Et il se trouve qu'en fait, alors bon, vous avez des personnes, Lévi-Strauss en a très bien parlé à l'échelle anthropologique, Paul Ricoeur aussi à l'échelle philosophique. Si vous voulez, à l'échelle individuelle, souvent, vous vous construisez par le récit. Si je vous demande qui vous êtes, vous allez très souvent me raconter une histoire en me disant, bon, j'ai fait ça. Souvent, c'est la biographie. Donc, en fait, ce récit, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et à l'échelle des États, des organisations, c'est aussi ce qu'ils essayent de construire, c'est ce qu'on appelle le storytelling, etc. En fait, la Smart City, ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et je n'irai pas aujourd'hui sur la Safe City parce que c'est un sujet qui nécessiterait limite une autre conférence. Mais la Smart City, c'est une narrative stratégique qui a été initiée par des acteurs américains, parmi lesquels IBM, Cisco, pour gagner des parts de marché et remporter ce qu'on pourrait appeler des formes de confrontation idéologique autour des technologies urbaines. La Smart City, c'est un récit, une mythologie, une histoire. En gros, c'est cette idée-là de dire on peut utiliser les technologies de l'information pour améliorer la qualité de vie des citoyens tout en réduisant le coût de fonctionnement des villes et des acteurs urbains. Voilà, c'est ça le mythe qui est vendu par la Smart City. Si c'est un récit qui vous paraît neutre, normal, anodin, ça veut dire que ça a plutôt bien fonctionné, que c'est tellement enraciné en vous qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas forcément à avoir le problème avec ça. En fait, derrière cette phrase qui résume la narrative américaine autour des Smart Cities, vous avez tout un tas de présupposés qui n'ont rien d'acquis, qui relèvent de la construction et qui sont extrêmement puissants. Alors, si vous voulez qu'on décortique rapidement, un présupposé parmi d'autres, c'est la réduction de la qualité de vie à l'accès à des biens et des services urbains. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de très américain, mais lorsque souvent il y a un classement des villes en économie urbaine, on va quantifier votre accès à des amenities, donc des infrastructures, des biens et des services urbains. Donc, en fait, votre ville, elle est vraiment dans une logique consumériste et servicielle. La bonne ville, c'est la ville qui vous donne accès à certains biens et à certains services. L'autre un peu enjeu de cette narrative, c'est la diminution des coûts de production. Donc, vous voyez, on est un peu dans une logique, encore une fois, qui est assez capitaliste. Et voilà, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit parce que derrière ça, il y a tout un présupposé ensuite et tout un, on va dire, un écosystème de technologies qui se construisent. Et lorsqu'on parle de Smart City, le fait même de parler de Smart City, d'utiliser ce langage, c'est promouvoir cette narrative. Et je ne me permettrai pas, moi, de vous dire si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Ça, je pense, ça relève de chacun. Mais ce dont il faut avoir conscience,
c'est au moins de cette narrative, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle veut dire, et si on veut être en accord ou pas avec elle lorsqu'on la dit. La Safe City, c'est pareil, mais à la chinoise, en gros. Je ne vais pas avoir le temps, mais là où on va dire la Smart City américaine mettait l'accent sur le consumérisme, le service, la Safe City met l'accent sur la sécurité, l'ordre et la stabilité politique. Voilà. Vous voyez, là, vous avez déjà deux visions, deux idéologies qui s'affrontent. Ça a l'air de rien, mais dans ces petits termes, Smart City et Safe City, vous avez en fait derrière beaucoup de choses qui jouent. Ma conclusion, très rapidement, c'est déjà, comprendre qu'il y a un basculement géopolitique. Dans ce basculement géopolitique, les technologies urbaines sont en train d'avoir une place qui est prépondérante, qui est extrêmement importante parce que c'est vraiment un moyen très puissant de faire la guerre sans faire la guerre. Donc, ça se conforme à tout ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Pour toutes ces raisons-là, vous avez les acteurs de premier ordre, type la Chine, les acteurs américains, qui vont vouloir devenir des leaders de la technologie urbaine. Et pour devenir des leaders, chacun de ces camps a construit une mythologie, a construit un récit stratégique autour de leur technologie urbaine. C'est ce que les États-Unis ont appelé la Smart City, c'est ce que la Chine a appelé la Safe City. Face à ça, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Alors, vous pouvez dire, bon, bah, moi, ça me va très bien, je vais dans cette narrative-là, c'est possible, c'est une histoire de valeur. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, bah, de comprendre vers quelle narrative, vers quelle voie, vers quel développement technologique vous avez envie d'aller. Et je pense qu'une question sur laquelle on pourrait terminer et ouvrir ce webinaire, c'est justement de s'intéresser à la narrative technologique que pourraient avoir les villes africaines, puisqu'en fait, très souvent, le continent africain va être perçu par ces puissances-là comme, on va dire, un terrain d'affrontement. Et évidemment, c'est une vision qui n'est pas africaine. Et il y a, à mon sens, une narrative proprement africaine à construire, qui d'ailleurs, même quand on dit africaine avec un grand A, est réductrice et qui mériterait d'ailleurs d'être beaucoup plus nuancée. Et donc, je pense que c'est peut-être ce sujet-là qu'il faudrait aussi aller attaquer, explorer. C'est la narrative, cette narrative africaine, d'ailleurs, c'est aussi le cas pour l'Europe, hein, mais qu'on pourrait déployer autour de ces technologies urbaines de manière à faire en sorte que ces communautés, ces individus, ces États, ces villes puissent vraiment s'approprier ces technologies et ces récits stratégiques. Voilà, je vous remercie. C'était un peu plus long que prévu, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Merci Hubert pour cette belle présentation, très bien structurée et très informative. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux participants. Il y a des questions. Donc, sentez-vous libre de juste mettre votre micro en on et de poser votre question. Oui, Théo? Non? Oui, salut. J'essaye de mettre la caméra, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. J'avais mis dans le chat, en fait, il y avait des slides où il y avait écrit au tout début, pour les organisations, il y avait écrit non éthique. Et j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait non éthique. Alors, pardon, oui, c'était en effet non étatique, oui, totalement, non étatique. D'accord. Merci, Théo. Merci. Merci bien, Théo. Je peux le changer maintenant, d'ailleurs. J'ai une question à mon tour. Alors déjà, merci Hubert pour cette présentation très intéressante. De découvrir vraiment de partir de ce que c'est la géopolitique et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment un point de vue intéressant, notamment sur l'urbanisation. Et est-ce qu'on a un exemple aujourd'hui d'actuel d'utilisation de l'intelligence artificielle dans un cadre géopolitique en Afrique? Parce qu'on a parlé par exemple de l'élection de Trump, on a parlé voilà, de cas en Chine, mais en Afrique, alors purement africain avec essentiellement les acteurs africains, est-ce qu'on a un exemple aujourd'hui? Alors, on en a un. Attends, on en a plusieurs. Je cherche juste le lien pour te le mettre dans le mapping urban AI. Donc, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont en train de fleurir, qui sont en train d'émerger. Il y en a une notamment, alors, ce n'est pas proprement africain, mais UN Habitat, donc en fait, qui est la filiale, on pourrait dire,
ou plutôt l'Organisation des Nations Unies, mais qui se concentre sur la partie ville et urbanisation, a travaillé avec la ville. Alors, attends, c'est quelle ville déjà? Bon, j'ai plus la ville, je crois que c'est Etiwiki. Bon, en tout cas, a travaillé avec une ville pour utiliser de l'intelligence artificielle, plus précisément du computer vision, pour identifier des bidonvilles et pouvoir les cartographier. Et ça, je pense qu'en fait, là-dessus, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est justement cette idée de reconnaître que dans un continent africain qui est en train de s'urbaniser massivement et donc qui a en fait des formes d'urbanité et de ville qui sont radicalement différentes de ce qu'on pourrait entendre lorsqu'on dit ville en Europe ou aux États-Unis, eh ben, on peut justement entraîner nos algorithmes à reconnaître d'autres formes d'urbanité que l'urbanité conventionnelle européenne et américaine. Et donc, alors, je vais te mettre le lien dans le chat parce que justement, on fait un événement avec eux. C'est le 21 mars, on reçoit UN Habitat avec Urbania pour qu'ils viennent nous parler de ce projet-là. Et là, je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là un peu, vraiment de mettre la technologie au service d'une spécificité territoriale. Et là, c'est donc l'utilisation d'IA, plus précisément de computer vision, pour identifier des espaces urbains informels. Et pour agir par la suite dans cette ville. D'accord. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des interventions, des réactions en rapport à la présentation d'Hubert? Bon, ça veut dire que tout était très clair. Visiblement. Visiblement. Donc moi, j'ai un peu une petite question au niveau de la définition des réponses éthiques face aux enjeux soulevés par l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci sur le plan universel. Je l'ai très bien démontré. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont développées majoritairement à la Silicon Valley, mais qui ont des impacts qui transcendent les territoires américains et qui déploient aussi leurs effets parfois assez braconniers dans d'autres contrées, dans d'autres régions, qui n'ont précisément rien à voir avec les enjeux de développement de cette technologie. Et ma question se pose au niveau de la réponse éthique à cette globalité, à cette extraterritorialité des technologies qui sont aujourd'hui développées. Est-ce que dans le cadre de vos réflexions, dans le cadre de vos recherches, il y a déjà des initiatives qui naissent pour penser de manière éthique, de manière globale, pardon, la définition éthique, ou du moins la réponse éthique à ces enjeux technologiques? Alors, c'est une très bonne question. La conviction qui va animer Urban AI, c'est de dire qu'une éthique qui est globale, ou en tout cas qui se prétend universelle, c'est une éthique qui est potentiellement dangereuse parce que derrière, il y a la possibilité d'y voir une forme, on pourrait dire, de colonialisme, d'expansionnisme, etc. Je trouve que la racine du mot éthique, en fait, elle nous dit quelque chose de très puissant sur ce que devrait être une éthique. À la racine, l'éthique, c'est l'éthos. L'éthos, c'est, on pourrait dire, l'idiosyncrasie. C'est-à-dire, c'est la ligne directrice à partir de laquelle une population, des individus, vont conformer leur comportement. Donc, il n'y a évidemment pas de morale qui rentre en compte, mais c'est cette capacité à s'autodéterminer. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui est le principal intérêt de l'éthique. L'éthique, c'est une forme d'empowerment, c'est redonner à des communautés la capacité d'agir conformément à leur propre volonté, de se donner les règles de leur comportement. Et parfois, on a quelque chose d'assez pernicieux, où on voit justement des institutions internationales, des forces de lobbying qui veulent imposer une éthique. Ils veulent dire, bon, l'éthique, c'est quoi? C'est ça. L'éthique, par exemple, c'est de la reconnaissance faciale. Ce n'est pas de la reconnaissance faciale. L'éthique, c'est ce type de données qu'on a le droit de collecter. Et je crois qu'à mon avis, lorsqu'il est question d'éthique, on ne peut pas parler d'universel, on sera toujours dans le particularisme, dans le localisme, dans finalement ce qui constitue l'identité propre d'une communauté ou d'un individu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de discussions globales, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'échanges internationaux, au contraire, parce que c'est en avançant à tâtons, je pense qu'on arrive de mieux en mieux à s'autodéterminer, à comprendre ce qu'en tant que communauté, on veut. Mais voilà, je pense quand même que là-dessus, il y a un vrai travail à faire qui est de dire, et la ville, en fait, est la bonne échelle souvent de l'éthique,
puisque alors vous avez un concept qui est celui de AI localism qui a été développé par Stéphane Verhulst. L'idée de AI localism, c'est d'appliquer des réglementations, des normes, des juridictions sur l'IA à l'échelle de la ville. Et en fait, pour plein de raisons, on est en train de se dire « Ah, mais peut-être que la ville est l'échelle la plus appropriée lorsqu'il est question d'éthique, d'action politique, économique, lorsqu'il y a vraiment besoin de transformer les choses. » D'accord, merci. Donc déjà, je pense aussi, j'ai plutôt la même position que vous, hein, du moins que votre organisation, en ce sens que l'éthique, c'est une donnée justement qui doit se définir localement. D'ailleurs, il y a une étude assez intéressante qui a été publiée par des chercheurs du MIT, le Moral Machine Experiment. Je crois que vous en êtes vraiment au courant de cette étude et qui montre que justement la morale à intégrer dans les machines varie en fonction des contextes culturels. Si par exemple en Occident, on mettra davantage l'accent sur la confidentialité est une notion qui ne fait pas clairement sens dans d'autres régions asiatiques où le communautaire prime toujours sur l'individuel. Mais néanmoins, il réside toujours, à mon sens, une difficulté. Les technologies qui sont développées dans certaines régions ont concrètement un impact dans d'autres régions culturelles. Et face à cela, comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on répond à cette technologie, justement, à impact global, mais qui ne sont pas définies par nous et qui nous régissent, qui structurent notre rapport à la société? Donc, je pense que ça peut être aussi une question assez intéressante pour poursuivre les réflexions. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un très bon point. C'était le but un peu d'essayer de montrer dans cette présentation justement exactement ce dont tu parlais, lesquels, de dire quant à certaines technologies qui vont aller sur un territoire, en fait, elles vont apporter avec eux des valeurs unéthiques, hein, que ce soit des technologies de reconnaissance faciale, de Google Maps, etc. Et une fois déjà qu'on le sait, qu'on en a conscience, on est déjà un peu mieux armé pour l'affronter parce que contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas démuni. Et ça, par contre, il faut vraiment en prendre conscience, c'est-à-dire qu'on a toujours une souveraineté étatique, juridique, politique, urbaine qui est assez forte, c'est-à-dire qu'on a pour nous la loi, qui est quand même un instrument extrêmement puissant par lequel on peut orienter l'innovation et interdire ou encourager certains usages. Parfait. Et sans aucune surprise, j'ai particulièrement apprécié votre conclusion qui interrogeait la possibilité pour l'Afrique de se définir un narratif en ce qui concerne ces villes intelligentes. Et je trouve que l'Afrique, c'est vraiment un contexte assez intéressant pour la définition d'une telle identité narrative, car justement, sur ce territoire, il se déploie différents récits, des récits aussi bien politiques que technologiques provenant des États-Unis, de la Russie de plus en plus, mais aussi de la Chine. Et pour revenir aussi à la conception de l'identité narrative de Paul Ricoeur, le récit est toujours quelque chose qui se déploie en rapport à un autre, dans une altérité, la dimension dialogique, pour reprendre son expression, de l'identité narrative. Et je pense que de ce point de vue, l'Afrique a face à elle, n'est-ce pas, plusieurs récits qui peuvent justement aider la construction de son récit. Et cela me permet de poser une question, étant donné que l'image présentée m'a fait penser à le nom de ce film m'échappe. Black Panther, autant pour moi. Ouais. Exactement. Et je voudrais savoir si dans vos travaux, vous explorez aussi l'impact de la science-fiction, la science des œuvres cinématographiques dans la définition des récits. C'est un très bon point. On ne le fait pas encore parce qu'en fait, là, ce que je vous ai présenté vraiment des travaux qui sont extrêmement récents, je me permets de le dire parce qu'on a quand même analysé pas mal de recherches, etc. En tout cas, ce qu'on propose, c'est-à-dire de parler des smart cities, des technologies urbaines, pardon, des smart cities, des safe cities comme récit stratégique et narrative, c'est quelque chose qui est assez émergent et assez nouveau déjà en soi. Donc là, on va dire, nous, notre but dans un premier temps, c'est essayer de poser ça et de montrer pourquoi on pense ça. Et en effet, et je pense que là, tu as totalement raison, Ézéchiel, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend que lorsqu'on parle de smart city, de safe city, de green city, etc., on parle de narrative, on ne parle pas de technologie. L'enjeu derrière, c'est maintenant comment est-ce qu'on se réapproprie nos narratives, quelle histoire on veut raconter. Et là, évidemment, la science-fiction, c'est un outil de prédilection pour imaginer des futurs, des possibles, collectivement, et qui sont à privilégier complètement. Parfait. Très bien. Alors là, il est 21h et s'il y a d'autres interventions, nous en sommes encore preneurs.
Peut-être une question sur Urban AI. Où est-ce qu'on peut se tenir au courant des prochains événements, prochaines conférences? Alors, à la limite, là, dans le lien que je vous ai mis dans le chat, Ouais. Eventbrite, ça va vous rediriger vers notre page Eventbrite. C'est là où, en gros, on partage tous nos événements. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de faire une série d'événements à Paris qui s'appelle Ace on the Street. Donc, à peu près tous les 2-3 semaines, chez PCA Stream, dans le Marais, au centre de Paris gratuitement. On phosphore, on réfléchit ensemble, collectivement, sur ce qu'est la captation des données. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, YouTube, Twitter, en tapant Urban AI. Normalement, ça va, on n'est pas trop mal référencé sur ce mot-clé. Très bien. Parfait. Donc, je crois que nous allons gentiment nous séparer et je tiens encore à remercier tous les participants. Notre prochaine conférence se déployera dans 15 jours, précisément le 15 mars, en compagnie d'Antoine Coumont. Il nous a été justement recommandé par Hubert de Roche et nous allons toujours interroger la question de la territorialité et dans le contexte des technologies émergentes. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et un merci particulier à Hubert pour sa belle présentation. Et sans plus tarder, nous reviendrons vers vous pour la communication en ce qui concerne notre prochain événement. Merci et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci, très bonne Merci. soirée. Merci, à bonne tous. soirée. Merci Bonne beaucoup. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée.